BFM Business, BFM Crypto, les pros. Bienvenue dans les pros des cryptos. On va terminer cette semaine turbulente du côté du marché des cryptos, autant que sur les marchés financiers. Je ne veux pas vous spoiler le suspense de BFM Bourse qui vous attend juste après, mais autant vous dire que ça secoue très très fort, autant sur les actions que sur les taux, sur le pétrole également. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va se consacrer à l'actualité de la semaine dans le monde des cryptos. Un point sur le Bitcoin qui cote à 82 921 $, l'Ethereum 1785, l'XRP à 2,06 et on va faire le point justement sur ces corrélations entre le climat sur les marchés et le monde des cryptos. Bien sûr, on va commencer par faire le point avec Vincent Gann, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Alors, les actifs risqués en bourse ont été vraiment sous pression toute la semaine avec la guerre commerciale, les surtaxes douanières décidées par Donald Trump. Aujourd'hui, on a une contre-attaque massive du côté de la Chine qui remonte ses droits de douane sur les produits américains de 34%. Bon, les annonces sont faites. Peut-on encore envisager un rebond sur le Bitcoin pour la fin de ce mois d'avril ? Il a relativement bien tenu le coup, on va dire, mais enfin, les coups ont été rudes quand même. Oui, c'est vrai, Bitcoin et le marché crypto est assez résilient. Alors, c'est vrai que le marché des cryptos corrige depuis la mi-janvier, donc il a peut-être eu sa part de correction. Mais effectivement, cette semaine, c'est le marché action qui est secoué, c'est le marché action qui est shake-out. Et c'est pas uniquement Wall Street, ce sont les bourses mondiales. Surtout sur la séance d'aujourd'hui, là, le drop rappelle même des amplitudes du bear market de 2022. Je crois qu'on a à moins 15% sur le S&P 500 qui est son record historique. Bon, votre question, peut-on espérer une reprise ce printemps ? Moi, je vais vous répondre de deux façons. Déjà, on peut se souvenir de la première guerre commerciale, celle qui avait eu lieu entre 2017 et 2019 à l'époque, qui avait aussi énormément secoué le marché action, qui avait créé beaucoup de volatilité, mais qui n'avait pas déclenché de marché baissier. Et puis, à la fin, in fine, à la fin du premier mandat de Trump, le marché avait terminé tout en haut. Je mets de côté la crise sanitaire. Qu'est-ce qui s'était passé en fait à l'époque ? Eh bien, c'est qu'après ces guerres de tarifs douaniers, ces surenchères, les États-Unis et la Chine avaient atteint un accord commercial de mémoire, il s'appelle le Phase One Trade Deal. Bon, en fait, concrètement, pour espérer une reprise des actifs risqués ce printemps, il faut absolument que s'ouvrent des perspectives d'accords commerciaux, mais cette fois-ci, pas uniquement États-Unis-Chine, mais États-Unis-Union européenne, États-Unis-Japon, États-Unis-Chine, en fait, États-Unis, le reste du monde. Deuxième point, et là, c'est plutôt une lueur d'espoir et qui concerne plus directement le marché crypto. Ce que l'on observe, c'est que depuis le début de l'année, ce qu'on appelle la liquidité mondiale, la somme des offres monétaires mondiales, fait un nouveau record historique. Vous savez aussi que depuis le début du mois d'avril, la Réserve fédérale des États-Unis a réduit la vitesse de baisse de son bilan et la liquidité nette aux États-Unis a repris la direction du nord. Et ça, on sait que tôt ou tard, dès qu'on a un retour de l'optimisme fondamental, tôt ou tard, cette liquidité viendra se déverser sur les actifs risqués. Bon, en tout cas, on ne le voit pas sur la séance du jour, mais par contre, sur Bitcoin, on peut le noter. Bitcoin, aujourd'hui, est inchangé. Le CAC 40, le SP500 perdent tous entre 3 et 5%. Oui, absolument. Une belle résilience quand même du marché des cryptos. Alors, quelques petits repères techniques peut-être du côté du Bitcoin. Je regardais quand même, bon, le Bitcoin qui est quand même aussi corrélé aux effets de change. Et alors là, on a un effet de change massif avec cette chute du dollar. On a un euro-dollar qui remonte au-dessus de 1,11. C'est une première depuis septembre 2024. Au milieu de tout ça, quels sont les supports à guetter, les points techniques importants sur le cours du Bitcoin ? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses intéressantes. Tout d'abord, Bitcoin surperforme cette semaine le marché action. Ça faisait longtemps, on peut le souligner, que ce n'était pas arrivé. Ça, c'est une première chose. Donc il y a une forme de résilience. Ensuite, il y a aussi le rapport entre Bitcoin et l'or. Vous prenez aujourd'hui l'or qui a fait de nouveaux records historiques sur les dernières semaines, qui commence aussi à corriger. Il y a peut-être aussi un début de réarbitrage entre Bitcoin et l'or. Vous avez parlé du dollar. Ça, c'est très important parce que je vous parlais à l'instant du nouveau record historique de la liquidité mondiale et il y a un rôle très important de ce nouveau plus bas annuel en fait du dollar américain. Le dollar US est actuellement la devise la plus faible sur le Forex, le marché d'échange flottant, et il est en train de reproduire un schéma baissier d'ailleurs, qui était exactement ce qui s'était passé dans les premiers mois du premier mandat de Donald Trump à l'époque. Donc oui, nous pouvons encore y croire. Moi aussi, que haussier Bitcoin, celui qui est lié au halving 2024, j'y crois encore. Selon moi, il se termine à la fin de l'année 2025. Et d'un point de vue technique, enfin, pour vous répondre directement, le plus important, c'est de se maintenir au-dessus de l'ancien record historique, 69 000, 73 000 $. Et c'est vraiment nécessaire pour envisager que
que la tendance de Bitcoin se reprenne. Et moi, je pense que ça arrivera un peu plus tard dans le printemps. Puis vous parliez des arbitrages autour du Bitcoin et de l'or. C'est vrai que facteur très étonnant, mais qui arrive dans ces phases très baissières du marché action et de déséquilibre de marché, l'or baisse aussi. Pourquoi ? Parce qu'il a grimpé en flèche depuis des semaines et des semaines, qu'on liquide quelques positions pour couvrir des pertes notamment, ou renflouer les caisses. Et ça explique ce mouvement baissier sur l'or, mais qui n'atteint pas pour l'instant le Bitcoin, qui se tient relativement bien. En tout cas, merci beaucoup Vincent Gane pour ce point complet sur le Bitcoin, sur les autres cryptos, évidemment sur ce climat très agité autour des marchés, y compris crypto. Alors au sommaire de ces pros des cryptos, pour emballer un petit peu l'actualité de la semaine, même si elle est loin d'être finie. Alors déjà, les conséquences de la guerre commerciale pour le marché des cryptos, encore une fois, droit de douane massif du côté des États-Unis, réplique chinoise ce matin, on sent qu'on est parti pour une guerre de long terme sur ces surtaxes douanières. La régulation, le théâtre de régulation qui continue d'évoluer, la régulation MiCA, notamment en Europe, qui continue de produire ses effets. Et puis aux États-Unis, il y a du mouvement aussi. Alors du côté des stablecoins, notamment, et on va faire le point dans quelques instants avec nos invités. Allez, tout de suite, on ouvre ce club BFM, les pros des cryptos. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec Claire Balva, VP Stratégie chez Desblocs, bonjour. Ainsi que Thibaut Boutroux de chez Meria. Merci d'être avec nous en direct. Bonjour. Alors, encore une semaine très riche. On est véritablement à couteau tiré là, en termes de guerre commerciale, notamment entre l'Europe et les États-Unis. On sait que les positions commencent à s'affirmer aussi du côté de l'Europe. On voit le Canada qui se dresse là depuis ce matin avec un McCartney très offensif qui dit... Écoutez, Européens, Asiatiques, si vous voulez faire des affaires avec un pays à peu près raisonnable et qui évite de penser que la base de tout, c'est que 2 + 2 = 5, voilà, vous n'avez qu'à faire du business avec nous et on will take the lead, c'est ce qu'il dit. Donc, on a vraiment des mouvements telluriques là, en ce moment en termes de guerre commerciale. On a une chute des indices boursiers. On va en voir tout à l'heure, on va ramasser un petit peu les déchets, voir combien ça a perdu en termes de capitalisation boursière. Mais enfin, on n'était pas loin des 3 000 milliards de dollars hier sur les marchés américains. Le marché crypto n'est pas épargné. Pourtant, on vient de le voir avec Vincent Gane, Thibaut, ça tient plutôt bien, on va dire. Ouais, ça tient quand même. Globalement, le marché crypto est quand même dans une configuration un petit peu particulière. Naturellement, à l'instar des marchés financiers, il y a eu une correction qui a été rattrapée en partie, pas complètement, plutôt vite. C'est aussi plus ou moins le cas en fonction des actifs qu'on regarde. Certains ont été plus touchés que d'autres et ont rattrapé plus que d'autres. Il y a de plus en plus de distorsions d'ailleurs entre les différentes cryptos. Bitcoin résiste plutôt bien. On a un marché qui de toute manière depuis plusieurs mois maintenant est à fleur de peau. Donc il réagit quoi qu'il arrive à chaque rumeur, à chaque news. Donc que ce soit les annonces de douanières ou que ce soit autre chose, dans tous les cas il réagit et donc il n'y a pas eu finalement plus d'amplitude que ce qu'on a pu avoir sur d'autres annonces. Mais est-ce que le point fort justement pour Bitcoin, pour les autres crypto-monnaies, c'est d'être passé, on va dire, un petit peu au second, au troisième plan. Justement, d'avoir pu continuer à fonctionner pendant qu'on s'occupait de complètement autre chose. C'est possible. Ce qui est compliqué là sur le marché crypto et le point sur lequel on manque de visibilité, c'est qu'on a quand même des indices, notamment les indices de sentiment, qui restent extrêmement bas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à retrouver quand même de l'emballement et notamment côté retail. Alors il se passe beaucoup de choses côté institutionnel. Dans les coulisses, ça s'active quand même plutôt bien. Il y a pas mal de choses qui sont en train d'être construites, mais on n'arrive pas à ramener les retails sur ce marché et on n'a pas non plus de signaux qui sont plutôt positifs pour montrer qu'ils vont revenir. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir surveiller parce que c'est ça que le marché a besoin pour reprendre réellement fort. Mais en tout cas, ça continue à travailler en coulisses. Claire Balva, si on regarde, alors ça c'est la carte topographique pour le moment. Si on regarde un petit peu plus long terme, là, on semble être parti pour une guerre commerciale qui va être mais vraiment coup par coup, riposte, va sans doute, enfin, faut s'attendre à du gros temps. Sur un peu plus long terme, comment se situent les horizons et les conséquences pour le marché des cryptos ? Je dirais déjà qu'en termes d'idéologie et de politique, la hausse des tarifs douaniers que met en place l'administration Trump, c'est pas quelque chose qui plaît beaucoup à l'industrie crypto, ni aux autres industries d'ailleurs, mais c'est vrai que dans la crypto, il y a beaucoup de libéraux et de gens qui sont sur une industrie qui est mondiale, et donc forcément...
dans cette industrie qui est mondiale, on n'est pas très fan de la hausse des tarifs douaniers. Donc en termes d'image, l'administration Trump, elle souffre un petit peu en ce moment, même au sein de la communauté crypto, qui est très critique de cette hausse des tarifs douaniers. Donc on peut s'attendre à ce qu'à court terme, on mette un peu de temps, comme le disait Thibault, à retrouver cet emballement. Maintenant, à long terme, on peut aussi se dire, c'est un peu triste à dire, mais dans un monde instable, finalement, les quelques actifs qui sont mondiaux et qui sont indépendants des États, et notamment Bitcoin, pourraient sortir gagnants. Et notamment si l'administration Trump et les États-Unis ont du mal à maintenir un dollar fort, Bitcoin pourrait sortir gagnant de cette guerre commerciale et de ces soubresauts politiques. Mais là, on est vraiment sur presque de la devinette et de la boule de cristal. Oui. Non, parce que j'essayais de me mettre dans la peau d'un investisseur crypto ou d'un industriel qui travaille la crypto. Bon, on a quand même un président américain qui, malgré le lancement de cette guerre sans merci sur les droits de douane, garde un œil très bienveillant concernant la crypto, veut même constituer une réserve stratégique, etc. La conséquence en dur de cette guerre en matière de tarifs douaniers, c'est quoi? C'est la difficulté de s'approvisionner en appareils de minage, des sortes de barrières à l'entrée de certains marchés qui vont devenir gênantes. C'est quoi concrètement? Ah oui, très concrètement, effectivement, sur certaines industries, et notamment l'industrie du minage, il peut y avoir des sujets qui sont liés aux machines. Maintenant, l'industrie crypto, c'est surtout une industrie de services. Et donc, je ne suis pas sûre qu'à très long terme, ces tarifs douaniers soient un problème en soi pour cette industrie. Je pense plutôt que là, c'est un vrai sujet d'image et de visibilité long terme. Alors, vous disiez, certes, il garde un œil bienveillant sur cette industrie, d'accord, mais c'est pas... même proactif, on va dire. Oui, mais c'est pas un œil qui est plein de conviction. C'est-à-dire que c'est un regard très pragmatique. C'est-à-dire tant que vous créez des emplois et que vous créez de la croissance, globalement, on est content. Mais c'est pas pour ça qu'on va vous favoriser particulièrement par rapport à d'autres industries. Et on le voit d'ailleurs dans tout le débat qui a lieu sur les stablecoins dont on va parler juste après. C'est un vrai sujet. Donald Trump, il n'estime pas beaucoup plus l'industrie crypto que n'importe quelle industrie. Ce qui va compter pour lui, c'est la croissance et les emplois aux États-Unis. Thibault Boutroux, c'est quand même curieux ce retournement, dans le sens où dans l'esprit des industriels et de la communauté crypto, il y a encore quelques mois, c'était chouette. On a notre président qui va arriver à la présidence des États-Unis. Il est entièrement pro-crypto. Et là, on se rend compte que c'est beaucoup moins évident. En fait, ça, c'est surtout une histoire qui a été racontée médiatiquement, mais le propos a toujours été... dans les acteurs crypto avec beaucoup de recul et beaucoup de prudence. Effectivement, Donald Trump s'est emparé du sujet. Il a été catégorisé comme le candidat pro-crypto. À la base, il s'est quand même emparé du sujet crypto à des fins plutôt électorales plus qu'à des fins de conviction. Donc les acteurs avaient déjà beaucoup de prudence par rapport à ça et on attendait de voir. C'est pour ça qu'on attendait l'investiture aussi avec impatience pour voir s'il y avait des réelles mesures qui allaient être mises en place. Il y en a qui commençaient à être mises, mais on a vu du très bien et on a vu du beaucoup moins bien. Ce qu'il a fait avec le lancement du Memecoin est totalement en contre-indication avec tout ce que l'écosystème attendait, par exemple. Donc finalement, on n'est pas surpris de ça. On n'attendait pas non plus énormément de choses de sa part. On attendait de voir, mais de là à dire que tout l'écosystème crypto sont des grands fanatiques de Donald Trump, on est très loin de ça en réalité. Non, bien sûr que non, mais c'était juste que c'était le premier président américain qui, en plus, pendant sa campagne, était ouvertement pro-Bitcoin, pro-crypto et prenait même l'institutionnalisation du Bitcoin. Donc il y a peut-être un effet déceptif à ce niveau-là aussi. C'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens, notamment beaucoup la jeune génération, qui n'est pas forcément très politisée, donc il y a forcément aussi un électorat intéressant à aller chercher. D'ailleurs, on voit beaucoup de pays aujourd'hui avec des politiciens qui sont en train de s'intéresser au sujet pour ces mêmes raisons. On a vu récemment des politiciens en France s'emparer du sujet. Alors, il y a effectivement potentiellement des convictions derrière, mais il y a aussi cette graine-là qui vient germer dans la tête des esprits. Alors, vous parliez des stablecoins, on va en parler. On revient du côté du marché européen et on continue à voir les effets de la mise en place concrète du règlement MiCA, du règlement européen sur les crypto-actifs. Donc, depuis fin mars, on a les stablecoins régulés en Europe qui sont disponibles sur les plateformes, mais uniquement les stablecoins régulés. Alors, je crois que vous êtes concerné au premier chef chez Meria. Comment ça se passe pour votre business concrètement? Qu'est-ce que vous observez depuis la mise en place de cette réglementation concrète? C'est ça. Alors, donc les stablecoins sont disponibles. Là, le grand changement, c'est justement que depuis le 31 mars, uniquement les stablecoins régulés peuvent être traités sur les places de marché en Europe. Ce qui exclut notamment, par exemple, l'USDT, qui est le stablecoin le plus capitalisé, qui représente encore 60% des parts de marché des stablecoins. Donc
il y a des conséquences. C'est une des briques de Mika qui est directement visible par les utilisateurs. Parce que jusque-là, Mika, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient mises en place, mais qui étaient surtout, qui se voyaient surtout chez les plateformes, mais qui étaient beaucoup moins visibles de la part des utilisateurs dans l'expérience au sein de la plateforme. On avait eu une première brique avec l'interdiction des rendements qui a été récemment mis en place. Et donc là, la limitation des stablecoins, alors ça interdit pas les stablecoins non régulés, ça interdit on va dire que ça restreint la manière de les utiliser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plateformes peuvent encore continuer à les conserver et on peut encore se les échanger, mais par contre, on ne peut plus les acheter et on n'a plus de paires. Et c'est ça aussi le changement qui est important. On a beaucoup de paires USDT, notamment qui étaient disponibles sur les grandes places de marché, qui aujourd'hui ne sont plus disponibles. Donc il y a des sujets de liquidité qui pour l'instant sont globalement bien gérés, mais qui à terme pourront être un problème, notamment pour des plus petits cryptos. Et donc c'est un point intéressant parce que c'est quand même cette réglementation va dans le sens de la protection des investisseurs et au final, en restreignant l'accès à certains stablecoins, on ne protège pas toujours les utilisateurs puisque du coup, on va on les expose au risque de liquidité. Et on les expose aussi au fait de ne pouvoir utiliser qu'un stablecoin. Et on va voir dans les autres annonces qu'il y a eu cette semaine qu'il peut y avoir aussi des fois des risques sur certains stablecoins et que ce n'est pas inintéressant de pouvoir se diversifier. Alors justement, Claire, ça bouge aussi du côté des États-Unis avec le Stable Act qui est de retour dans les discussions parlementaires. Et il s'agit d'encadrer un petit peu plus strictement l'usage des stablecoins. Concrètement, quelle est la proposition de base ? En fait, ce qu'on a aux États-Unis en ce moment, c'est le même débat que ce qu'on a eu en Europe quand il s'est agi de Mika. C'est de savoir qui va pouvoir émettre un stablecoin et quelles vont être les contraintes juridiques pour le faire. C'est-à-dire quel niveau d'audit, quel niveau de transparence, quel niveau de pouvoir du régulateur pour aller arrêter ou non l'émission d'un stablecoin. Et souvent, ce qu'on a vu en Europe dans ce type de débat, c'est une confrontation entre le monde bancaire et le monde crypto. Aujourd'hui, les émetteurs des grands stablecoins, ce ne sont pas des banques, ce sont principalement des acteurs crypto, en tout cas pour les plus grands stablecoins. Mais on voit bien que la tentation des régulateurs, et c'est bien normal, c'est d'aller plutôt favoriser des acteurs bancaires qui sont régulés depuis beaucoup plus longtemps et de se dire on serait quand même plus à l'aise si c'était les grandes banques qui émettaient les stablecoins plutôt que des acteurs crypto qui existent depuis 5 ans. D'accord. Et donc, on a ici une espèce de confrontation aussi des lobbies, à la fois du lobby bancaire et du lobby crypto, qui vont chacun pousser pour la réglementation qui les arrange. Et l'intérêt du lobby bancaire, ça va être de maximiser la réglementation, parce que plus la réglementation est dure, plus finalement, ça va être difficile pour les acteurs crypto d'être compétitifs, et plus on va favoriser les acteurs bancaires. Et donc, au cœur de cette question qui se pose en ce moment aux États-Unis, c'est le sujet du rendement sur les stablecoins, qui désormais est très strictement encadré en Europe, pour ne pas dire quasiment interdit. Et là, aux États-Unis, on voit bien qu'il y a cette question de est-ce que ça va être possible demain de continuer à toucher du rendement sur de l'USDC ou sur de l'USDT. Et on a vu la lettre ouverte d'ailleurs de Brian Armstrong, qui est le patron de Coinbase, pour dire il faut que ce soit possible, parce que déjà c'est un sujet d'égalité des chances presque entre le monde bancaire et le monde crypto. Et puis c'est bénéfique pour les utilisateurs qui vont pouvoir toucher un rendement sur leur crypto. On appelle ça le staking, si j'ai bonne Oui, on mémoire. peut appeler ça le staking, oui. Voilà. Il y a des subtilités, mais oui, on peut appeler ça le staking. Oui, non, mais moi à la base, c'est la bourse, mais je peux donner. Franchement, oui, actif, rendement. Et c'est pas du yield ou peu importe. C'est assez étonnant de voir les similarités qu'il peut y avoir entre les produits financiers et les produits crypto. Dites donc. On a failli se payer un crash Terra Luna pour se rappeler des bons souvenirs. Il y a quand même une stablecoin j'ai un t-shirt chez moi, stablecoins are not stable. C'est rigolo. Le FDUSD, qui a clairement fait des frayeurs à ses détenteurs cette semaine, il a décroché de la parité. On rappelle, le principe du stablecoin, c'est d'être égal à $1. Globalement. Et là, paf, c'est passé en dessous. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, c'est ça. Alors, on était très loin quand même de pouvoir faire un effet Luna, parce qu'on était vraiment dans deux classes en termes de capitalisation. On rappelle, c'est le Terra Luna, ça a provoqué ce qu'on a appelé l'hiver crypto qui a duré pendant 6 mois. C'était à peu près 50 milliards l'écosystème Luna. Là, on était beaucoup plus petit. Mais par contre, effectivement, la chute de Luna avait laissé des traces. Et donc, dès qu'on a un stablecoin aujourd'hui qui est un petit peu où on a un petit peu de doute, tout de suite, ça crée une panique qui est démesurée, parce que l'écosystème a peur de retrouver cette même situation. Donc effectivement, le FDUSD qui est mis par une société à Hong Kong, First Digital, qui
qui a eu un DPEG, donc qui a perdu sa parité avec le dollar, qui est tombé jusqu'à à peu près 0,90 $ en quelques jours, suite à une accusation qui a été lancée sur X par Justin Sun, qui est un personnage assez sulfureux, connu pour les polémiques, qui est le fondateur de la blockchain Tron, qui est très actif. Ah, c'est lui. Oui, très actif dans l'écosystème crypto depuis des années, qui a énormément d'audience et en fait qui a fait une publication vraiment avec beaucoup d'appui en disant que voilà, la société était insolvable, qu'il fallait retirer vite ces FDUSD, et donc la conséquence elle a été immédiate. Ça a été démenti tout de suite, la parité a été retrouvée assez rapidement au bout de 48 heures, mais ça montre que voilà, sur une annonce qui était a priori pas fondée, on peut quand même avoir des dégâts qui sont assez importants. Ça montre dans quel état aussi est l'industrie et l'écosystème crypto aujourd'hui en termes de confiance. Et après, il y a tout plein d'histoires derrière, puisqu'il y a une partie qui est liée à Binance, puisque le FDUSD est principalement sur Binance. Donc il y a beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'était surtout ça qui était intéressant. Claire Balva, on reste sur les stablecoins. Du côté des émetteurs, ça va plutôt bien. Alors, moi, ça fait des mois, voire peut-être même des années que j'entends parler de ça y est, Circle va enfin s'introduire en bourse. Circle, c'est l'émetteur de l'USDC. Bon, cette fois, c'est pour de bon ou ils ont déposé leur dossier? Ils ont déposé leur dossier. Alors, les rumeurs parlent de juin 2025. Ouais. Donc, on attend. Voilà. Donc, tant que c'est pas fait, vous savez. Serpent de mer. Mais pourquoi on en parle depuis longtemps? Parce qu'ils avaient déjà essayé d'entrer en bourse en 2021-2022. Ouais. Mais ça n'avait pas fonctionné. Alors, une entrée en bourse, ça serait aussi intéressant parce que ça apporterait une forme de transparence. Vous savez que quand on entre en bourse, il y a des exigences qui sont un peu plus élevées. Et d'ailleurs, on le voit avec Coinbase, les comptes sont accessibles, etc. Donc, ce serait intéressant pour le grand public, finalement, que Circle entre en bourse. Ça serait un signal de plus dans l'institutionnalisation de la crypto. On a vu que l'entrée en bourse de Coinbase avait quand même apporté une forme de légitimité du secteur crypto au sein de la finance traditionnelle. Donc, voilà, affaire à suivre. On en reparlera sûrement ici, courant juin. Alors, Tether, qui est l'émetteur de l'USDT, attention à ne pas confondre, l'USDT, c'est distingué, mais là, c'est vraiment autre chose. Ils ont racheté 8888 bitcoins au premier trimestre, ce qui fait que c'est un des plus gros détenteurs privés de Bitcoin. Pourquoi ils ont fait ça? C'est ça, c'est le 6e plus gros détenteur, si je ne dis pas de bêtises. C'est assez marrant d'ailleurs de voir Circle et Tether avancer en même temps, parce qu'ils ont des approches sur le marché des stablecoins qui sont totalement différentes. Donc de voir ces deux visions qui cohabitent, je trouve que c'est aussi hyper intéressant pour l'écosystème. Donc effectivement, ils renforcent régulièrement leurs réserves de Bitcoin. Ils sont à plus de 90 000 Bitcoin aujourd'hui en réserve. C'est une stratégie qu'ils adoptent depuis un moment, depuis plusieurs années. Ils s'étaient engagés en fait à réinvestir 15% de leurs bénéfices nets dans le Bitcoin pour renforcer leurs réserves. Et donc c'est une société qui fait beaucoup de bénéfices, 14 milliards de bénéfices sur l'année 2024. Donc c'est pas trop mal. Et donc c'est aussi intéressant de voir que ces acteurs-là, qui sont aussi des acteurs forts du marché crypto, malgré cette conjoncture, continuent finalement à suivre leur plan. On a dit qu'on allait continuer à accumuler du Bitcoin, on continue à en accumuler. Tout ce qui se dit autour, finalement, nous, vision long terme, et on continue à suivre le plan. Stratégie est dans la même dynamique, le Salvador est dans la même dynamique. Donc c'est important aussi de voir que ces acteurs-là tiennent le plan, parce que si un jour ils changent, ça va peut-être aussi avoir des conséquences. Puis voilà, c'est un sujet, ça nous amène à parler de stratégie. Donc la boîte de Michael Saylor qui a encore annoncé des achats de Bitcoin. J'ai l'impression qu'il n'y a plus une semaine sans qu'ils en annoncent, via émission d'obligations convertibles, via emprunt, via tous azimuts, et ils continuent. C'est j'allais dire c'est la fuite en avant, mais non, en fait, ça reste une de leurs dynamiques industrielles. C'est aujourd'hui même leur principale dynamique industrielle. On le rappelle, a priori, c'était des services aux entreprises, MicroStrategy. Bien sûr, mais c'est ce qui a fait leur succès. Ils se sont positionnés comme un ETF Bitcoin avant qu'il y ait des ETF. C'est ça. Ils ont acheté du Bitcoin très tôt. Ces Bitcoins leur ont permis de gagner beaucoup en valorisation. Et donc aujourd'hui, ils poursuivent dans ce qu'ils considèrent être une stratégie gagnante. Mais c'est vrai qu'ils y vont très fort, peut-être un peu trop fort. Et on voit que ça fait un peu peur à leurs investisseurs parce que ça les rend extrêmement dépendants du Bitcoin. Super exposé. Bitcoin, ça ne fait pas que monter. Il y a aussi des années où ça descend, où c'est pas facile. Donc il faut arriver à tanker dans ces périodes-là. Et donc ça pose question. Alors ça pose même question dans la communauté Bitcoin qui parfois se dit attention, on est quand même en train de centraliser beaucoup de Bitcoin chez MicroStrategy ou Stratégie maintenant. Alors que le but, c'est de décentraliser. Bien sûr, alors après, on ne peut pas empêcher les gens les plus riches de la planète d'en acheter plus que les gens les plus pauvres, forcément. Mais cette centralisation financière, elle pose question.
Un mot de la réserve stratégique de Bitcoin dont nous parlait Donald Trump. Ça en est où, cette histoire? Est-ce qu'il y a des news à ce sujet, ou est-ce que pour l'instant, nous, on se plaint feu sur la guerre commerciale, on s'occupera de ça plus tard? Il avait fait son annonce, mais pas que sur Bitcoin, sur un certain nombre de cryptos. D'ailleurs, ça n'avait pas forcément plu à tout le monde. Ce qu'on a vu cette semaine, c'est une proposition qui s'appelle les BitBonds, qui a été faite par une sorte d'institut politique du Bitcoin aux États-Unis, qui est un think tank autour de Bitcoin, et qui suggère d'émettre, alors je vais simplifier, mais des sortes d'obligations dont 10% de la valeur serait dédiée à de l'investissement dans Bitcoin. Et donc ça permettrait de financer la réserve stratégique du Bitcoin. Et puis pour les investisseurs qui achèteraient ces obligations, alors ils auraient un rendement assez faible année après année, qui serait de 1%, qui est faible par rapport au bon du Trésor américain, mais ils s'y retrouveraient parce qu'ils détiendraient une partie de l'appréciation du prix. Donc c'est quand même un pari aussi sur la hausse de la valeur du prix du Bitcoin. Maintenant, pour l'instant, ça reste une proposition. On n'est pas du tout sûr que l'administration Trump mette ça en place. Bon, on va suivre ça, évidemment. Thibaut, du côté du marché français, on se rend compte, autour de nous, on en discute dès qu'on a des copains, des copines qui touchent un petit peu au Bitcoin, il y a de plus en plus d'arnaques, de plus en plus de sales affaires. Et dernièrement, qu'est-ce qu'on peut noter là-dessus, sur ce sujet? On a pas mal de rapports qui commencent à sortir. C'est sur les marchés crypto, sur les marchés financiers de manière générale. On a mis en place une espèce d'accessibilité, de gamification de la finance qui entraîne aussi un petit peu ça, et la propagation sur les réseaux sociaux. Donc on a beaucoup de choses qui se mettent en place. On avait déjà fait de la pédagogie sur ce plateau il y a quelques temps, mais voilà, beaucoup de faux sites, beaucoup de démarchage sur les réseaux sociaux, des promesses de rendement alléchantes. Finalement, on n'a pas réinventé la roue, hein. C'est les mêmes mécanismes qu'on utilisait sur le Forex il y a quelques temps et sur d'autres mécanismes. On les utilise sur de la crypto. On connaît tous quelqu'un qui a gagné un peu d'argent dans la crypto, donc les gens se disent que ça peut être possible. Et malheureusement, on voit beaucoup d'argent sortir. On voit les plateformes régulées qui sont obligées régulièrement d'aller porter plainte parce qu'il y a les sites qui sont copiés pour aller démarcher des gens. Ça crée aussi un peu de défiance parce que les gens ne savent plus finalement qui les contacte, est-ce que c'est légitime, etc. Donc même pour nous en tant que plateforme, ça doit être, notre travail de pédagogie doit être de plus en plus compliqué, donc vigilance sur ce point-là. Alors attention, Claire, notamment à un malware qui s'appelle Crocodilus, je crois. Oui, c'est un malware parmi d'autres, mais c'est vrai qu'il cible particulièrement les portefeuilles crypto. Alors, il arrive un peu comme d'autres malwares, ça passe par un téléchargement involontaire quand vous allez visiter un mauvais site, que vous tombez dans une tentative de phishing, etc. Ou quand vous téléchargez une application qui se fait passer pour une autre. Et ensuite, c'est un malware qui vous demande l'autorisation d'accéder à ce qu'on appelle des droits d'accessibilité sur votre appareil. Ah oui. Et ça lui permet ensuite d'enregistrer votre écran, de faire des captures d'écran, d'avoir accès à un certain nombre de fonctionnalités. Et donc, il va ensuite imiter les interfaces de vos portefeuilles en faisant de la manipulation psychologique, par exemple en vous disant « Attention, vous devez absolument entrer votre seed phrase pour ne pas perdre vos cryptos ». Et donc là, si vous tombez dedans, vous entrez votre seed phrase et puis ça enregistre votre écran et ça vous prend votre crypto. Donc soyez très vigilants évidemment à tout ce que vous téléchargez, comme d'habitude. Et puis si une application vous demande des droits d'administration, des droits à vos services d'accessibilité, là aussi, soyez très vigilants. Toujours faire gaffe. Claire Balva, VP stratégie chez Desblocs. Thibaut Boutroux de Meria, merci d'avoir été avec nous en direct, ainsi qu'à Vincent Gann qui était avec nous pour faire le point sur la tendance des marchés crypto. Les pros des cryptos, c'est terminé. Vous retrouverez Sandra Gandois lundi pour continuer à vous tenir au courant de cette actualité bouillonnante autour des cryptos. Dans quelques minutes, on revient pour BFM Bourse. Autant vous dire que ça secoue et qu'il va falloir rester bien accroché. À tout de suite. BFM Business, BFM Crypto, les pros.